Je donne donc tout de suite la parole à Jérôme. Si tu as besoin de traduire ça, Vous parlerez de tourisme demain. Moi, personnellement, je pense que la culture répond d'abord aux besoins des communautés locales et qu'il ne vaut mieux pas qu'elle soit dans la situation de ne survivre que pour des raisons de tourisme. Ouais, c'est mieux. Si on est tous là, c'est qu'on est tous attirés par ces cultures en tout cas. Pour parler un peu de ce que je fais, moi je suis chercheur en sciences sociales et je travaille sur les cultures donc saharo-sahéliennes du nord du Tchad depuis plus de 20 ans. J'ai fait mon doctorat sur les Nédi et j'ai travaillé au Darfour aussi depuis 2004. Comme vous savez, c'est une région qui est très liée à la région ici. Depuis une dizaine d'années, je travaille pour une université suisse qui s'appelle l'Institut de recherche sur les relations internationales et le développement et qui est devenu le principal centre de recherche sur les conflits au Soudan. On a aussi commencé à travailler sur les questions de développement et de sécurité au nord du Tchad, aux frontières, en particulier du Soudan et de la Libye. Et donc à la fin de l'année dernière, on a fait une première mission au Tibesti. Et j'espère qu'on en fera bientôt une avec un de mes collègues qui est un grand spécialiste de ces questions sur les Nédi, peut-être cette année. Donc moi, comme vous savez, dans la région, il y a 2 ou 3 groupes principaux. D'abord ce qu'on appelle les Teda Daza, c'est-à-dire les Toubou et les Goran. Et ensuite les Beri, c'est-à-dire les Arawa au Sahel et les Bidayat au Sahara, particulièrement dans les Nédi. Ce qui est sûr, quand on va dans ces différents endroits, on a la chance d'y aller, c'est que ces populations sont très proches, même si parfois les distances sont très grandes, leur territoire est immense, et même si parfois les gens ne sont pas vraiment en contact. Par exemple, je ne suis pas sûr que les Teda du Niger se rendent compte à quel point leur culture est proche de celle des Bidayat ici. Et pourtant, c'est le cas. Oui, je disais, je ne suis pas sûr que les Teda du Niger, que les Toubou du Niger se rendent compte à quel point leur culture est très proche de la culture des Bidayat ici dans les Nédi. Et pourtant, ce sont des cultures très proches. Mais les distances sont très grandes. D'abord, les cultures matérielles, le mode de vie, sont le même. Comme l'ont dit nos prédécesseurs à la table très brillamment, les gens sont des éleveurs de dromadaires au Sahara, de vaches au Sahel, des éleveurs transhumants, avec des modes de fonctionnement qui sont identiques dans tout le domaine, dans tout le territoire qui inclut le Niger, le Soudan, la Libye, le Tchad. Les langues ensuite, dont le Dazaga et le Tedaga, peuvent être considérés comme 2 dialectes d'une même langue. Le Beria, la langue Zarawa, est un peu plus éloignée, mais appartient tout de même au même groupe, le groupe qu'on appelle saharien central, des langues nilo-sahariennes. Le Kanembu et le Kanuri en font aussi partie. Enfin, la littérature orale, les contes, les chansons sont très semblables aussi. Les mythes. Pour comprendre les origines et les cultures, il faut aussi bien sûr comprendre, c'est des choses sur lesquelles on travaille le plus souvent en sciences sociales, la structure de la société. Et dans ces populations-là, on n'a pas des communautés très soudées qui se marient que entre elles, mais on a plutôt des regroupements de clans à un même endroit. Et ces clans ont des origines multiples, parfois très lointaines, et voyagent aussi avec une grande fluidité. Parfois, il y a des clans qui changent de groupe ethnique, parfois il y a des communautés qui changent de langue. Par exemple, chez les Toubou du Tibesti, on trouve des clans qui sont d'origine Zarawa ou Bidayat. Chez les Bidayat, on trouve des clans d'origine Teda, Toubou. Un clan, par exemple Toubou, comme les Arna, on va le trouver depuis le Niger jusqu'à près d'ici à Bao, près de la frontière soudanaise. C'est des gens qui ont vraiment une très grande extension. Dans un groupe comme les Borogat, il y a des gens qui parlent Dazaga, il y a des gens qui parlent Beria, et il y a des groupes qui parlaient Beria il y a un siècle, comme les Wanya, à Wanyanga, et qui aujourd'hui parlent Dazaga. Tout ça pour montrer un peu à quel point ces populations sont proches et aussi évoluent très rapidement. Nous, en Europe, on n'est pas habitués à voir des gens changer de langue aussi vite, changer même d'identité.
Je n'ai pas parlé du bétail, mais je crois que ça a été dit avant. Le bétail, c'est pas juste quelque chose pour vendre et avoir de la viande, c'est quelque chose pour se marier, c'est un compte en banque. Enfin, ça a été très bien dit, ça me semble quelque chose de très important. Il y a un trait culturel qui, pour moi, me semble rester très important dans les cultures sahariennes ici, c'est l'identité du clan, l'identité clanique. Un individu doit pouvoir identifier son clan, celui de son père, mais aussi celui de sa mère, voire ses grands-parents, et faire appel à des solidarités. Pour payer la dia, pour se venger éventuellement, pour trouver du travail, pour trouver un hébergement quand on voyage. Donc, qu'est-ce qu'un clan? D'abord, c'est un ancêtre commun, ce qu'on appelle le grand-père, mais ça remonte parfois très loin, qui est généralement lié à un lieu en particulier, une montagne, un point d'eau, un arbre, une tombe. Et on connaît cette histoire. C'est celle de l'origine du clan. Ça, à mon sens, c'est une culture qui est vraiment très importante de sauvegarder. Un clan, c'est aussi des totems ou des interdits. Par exemple, un animal qu'on n'a pas le droit de tuer. Et là encore, il y a une histoire qui explique ça. Et aussi, c'est des marques de bétail, bien sûr. On revient à l'élevage. Qui ne connaît pas ces marques de bétail? C'est extrêmement important. Enfin, il y a un autre pan de la culture, il me semble, qui s'est davantage effacé dans la région. Ce sont les croyances magiques ou religieuses qui datent d'il y a très longtemps, d'avant l'islam souvent. Par exemple, les arbres sacrés, les sacrifices pour demander la pluie, etc. Il me semble qu'il y a encore quelques dizaines d'années, ces croyances étaient tolérées par l'islam et qu'aujourd'hui, l'islam est un peu plus strict. Mais déjà, je sais que par exemple dans les années 60 au Darfour, il y avait un arbre sacré qui a été brûlé par un fakir. C'est peut-être la première fois qu'il y avait vraiment une confrontation culturelle. À mon avis, c'est dommage parce que ces croyances-là, c'est pas seulement religieux, mais c'est aussi une façon de se remémorer l'histoire du clan en particulier. Bien sûr. Ok. kere kadwene ake kere biru normal ko kare ina ra kere ne dunia o yani tuwelde dar mante ka kire mate mana kire kere boare o ega o sokko yani masalan nuwo dar unu ekure kere dar unu ekure ga wana ko ne ina ra yani kere unu no mo salati begini mo ko wo mu be ko ne atore ya ko ya ne o kere ko ya ra bole hibire ya bere ya ne kere de ushi ne na ra ko ara ne no de ushi ne kere yuri tu yani ime tu teka derasat ke dege derasat mama ngatur tu derasat apa boleh tu derasat ke kerenge berenge yani iya ke yani dari kone ti dari kone sile ti kone ibarat ini ibarat kone sile dari ga ti tinggi no kone dari tu tapi kuliah ini sampai ya kuliah ini karena dari ini kita orang ti dari kor dari ini abdul ini dari bawah ini dia kan ada ini kan wa ime dile ko ne bere kare sababu ga seno le sababu ne tok ne ne kare ki o paro ne kare ri sabaa ke ne dinga ke ne sabaa ne ke ti ne raso ko o paro ne kare ane neu wa ta ke o ga ro ne jo ro ko ti ko ne shaban de re ya ne nu za to re er kana shaban de re ne e ga ne nyara e ro ne ki kare ya arato ta rutu sabar war ke a ke ne dinga ke ne kare dingi me am ga ta mu ke ko ra ko ne re ti mu so ko ta wo re ne baru kia aku dia mierda kalau dia kiri sana tu nak ini ni kira kira nak wasa lagi nak kira so malu wah kira muhe muhe kira sen kira tahu awal lagi kira ni kira dulu ni. Quelques exemples des choses qui me semblent les plus importantes dans les cultures locales. Alors maintenant parlons un peu de préservation. D'abord, est-ce qu'il faut les préserver ou autrement dit, est-ce que ces cultures sont menacées? Je pense qu'elles le sont en partie par différents phénomènes. D'abord, on a beaucoup parlé de changement climatique, les différents intervenants précédents. En particulier les grandes sécheresses des années 1970-1980, qui ont entraîné des changements de mode de vie et aussi des déplacements de population.
On l'oublie souvent, mais beaucoup de gens sont partis, parfois très loin. Il y a des BDS qui sont partis vivre jusqu'au Soudan du Sud, dans des zones de forêt, ou en ville à Khartoum, ou travailler dans l'agriculture industrielle dans la Jazira. Il y a des TEDA, des DAZA, des Beri qui sont allés en Libye, en Arabie Saoudite. Parfois, dans certaines villes, ils ont connu une vie moderne qui devient un modèle pour eux. Avoir une maison en béton, une voiture, la télévision, etc. Aujourd'hui même, on voit, quand je suis venu ici il y a 20 ans pour la première fois, il n'y avait pas de télévision nulle part. Maintenant, on voit qu'il y a des télévisions, même parfois au Tibesti, sous la tente. Donc ça, c'est aussi la mondialisation, hein, ce qu'on appelle la mondialisation, les contacts avec le monde extérieur. On voit des choses à la télévision, même lorsqu'on ne voyage pas, qui favorisent pas forcément la culture. Parfois, on voit dans certains endroits, les gens... Là, on a la chance au festival de voir des danses, mais il y a des endroits où les gens n'ont pas dansé depuis des années, parce qu'ils sont devant la télé le soir. Il y a aussi des politiques de transformation culturelle, qui sont parfois violentes, parfois par la force. Partout dans le monde, en général, les nomades sont considérés comme les transhumants, les nomades, comme des troubles faits. Pour les éleveurs, comme des gêneurs, ils sont trop mobiles pour être administrés, ou même pour recevoir des services. C'est difficile de faire des écoles nomades, c'est difficile d'envoyer des services de santé. On les considère comme rétifs à l'autorité, à l'impôt. Ils ne respectent pas les frontières, donc c'est difficile pour eux de s'intégrer dans un État-nation. Ils sont aussi, on les considère comme improductifs souvent, trop improductifs pour que leur richesse puisse contribuer aux économies nationales. On parle de part d'élevage dans le PIB, mais l'élevage représente beaucoup plus que juste ces chiffres. Enfin, on les considère aussi comme trop traditionnalistes pour contribuer au progrès social. Bien sûr, c'est injuste, ce sont là quelques-unes des idées préconçues que l'on entend sur les nomades depuis l'époque coloniale, et plus encore depuis, après les indépendances, je dirais l'émergence d'élites politiques modernistes en Afrique et dans le monde arabe. Pour ces élites nouvelles, à partir des années 60, il fallait simplement sédentariser les nomades au besoin par la force. Je fais un peu d'histoire. Quand vous voulez traduire, vous me dites si vous voulez m'interrompre. Okay, quand vous voulez, hein. Faut pas hésiter. Un peu d'histoire. Au moment des indépendances, les politiques, comme vous savez, auxquelles les pouvoirs coloniaux ont remis les rênes du pouvoir un peu partout, appartiennent toujours à des groupes sédentaires. Et en dehors de quelques individus parmi les nomades, seuls les sédentaires ont eu accès à l'éducation. Ça n'a pas vraiment changé aujourd'hui. Je dirais que le Tchad est quand même un peu une exception culturelle. Si on y pense, c'est le seul pays de la bande sahélienne qui a été gouverné, peut-être même du monde, je ne sais pas, qui a été gouverné par 3 présidents qui sont issus du groupe saharien. Les TEDA, pour Boukouni, les DAZA pour Kisanabré et les Beri aujourd'hui, successivement. Et les 3 n'auraient sans doute pas accédé au pouvoir s'ils n'avaient pas pris les armes. En tout cas, c'est certainement une exception. Ailleurs, le pouvoir est resté aux mains des sédentaires. C'est intéressant, à mon avis, de comparer cette histoire tchadienne avec l'histoire du Soudan, où les colonisateurs, donc anglo-égyptiens, ont remis le pouvoir à l'élite sédentaire du centre du Soudan, de la vallée du Nil, et où le pouvoir a souvent changé de main. Au Soudan, il y a eu beaucoup de révolutions, en termes idéologiques, mais il n'a jamais changé de main en termes ethniques. Ce sont toujours les mêmes familles, on dit les Djellaba, qui ont le pouvoir. Je dirais que les différents régimes soudanais, du fait, ont toujours eu la même perception vis-à-vis des nomades. Ils sont considérés comme dangereux, car traditionnalistes, relatifs à la modernité, et donc il fallait les sédentariser. Depuis Nimeri en particulier, depuis Jafar Nimeri, les régimes qui se sont succédés au Soudan sont très modernistes. Et sans doute, je dirais que le mouvement idéologique qui a été le plus violent envers la diversité culturelle au Soudan est le panarabisme moderniste inspiré par Nasser en Égypte, mais qui a été... il s'agissait d'inventer une identité arabe moderne, mais en fait très fictive, qui n'avait aucune base dans la culture des Arabes nomades qu'on connaît ici au Tchad, ou au Bata, au Kordofan, tout ça, mais une identité arabe citadine, sédentaire, inspirée
d'Égypte, du Golfe, etc., et qui n'étaient pas du tout en phase avec les cultures traditionnelles. Kadhafi aussi, évidemment, s'en est inspiré en Libye et Nimeri au Soudan. Chez les Arawa du Darfour, quand Nimeri est arrivé au pouvoir, le modernisme et l'idée que les Arawa devaient renoncer à leur culture pour devenir modernes, les Soudanais à part entière, était déjà bien lancé. On a appelé ce phénomène la soudanisation. L'idée était véhiculée par l'école, et pas seulement par des maîtres venus de Khartoum, parce que les premiers écoliers Arawa sont souvent devenus des enseignants, eux-mêmes ont eu un peu honte de leur culture. C'est moins le cas aujourd'hui, mais dans les années 60, les premiers Arawa éduqués, ils avaient un peu honte d'être Arawa, ils remettaient en question leur propre culture. Et quand on parle à des écoliers Arawa qui ont été à l'école dans les années 60 et 70, ils racontent que ce sont souvent ces maîtres Arawa qui étaient plus royalistes que le roi et qui battaient les écoliers si jamais ils parlaient leur langue, plutôt que l'arabe à l'école. Les maîtres étaient aidés aussi par les programmes scolaires. Je suis avec Bakar qui est un spécialiste des programmes scolaires. Et les programmes scolaires soudanais, c'est très intéressant de les lire. Ils nient complètement l'existence de la diversité culturelle. L'histoire enseignée au Soudan, c'est uniquement celle du centre du Soudan, avec des références à la péninsule arabe et à l'Égypte. Mais il y a seulement quelques pages sur le grand sultanat du Darfour. De même, si vous prenez un manuel de lecture soudanais, les personnages ont tous des prénoms qui sont en vogue à Khartoum, que personne ne porte ici au Darfour. Je continue. Adik ini taqriban jafaf ke sahabat nu hadde dene ne sanat sabi jafaf ko sanat arbo da woni jafaf to wa bu dar gidare ke ina dar gidare ke in dola se he ke ina boror agu ata wora ari ugu ata wora erfo ugu ata wora diru so ko to wora ina ra sahabat ko re ina ka sere ki ti go sahabat nu hadde dene ne bi ne te ko yi sahabat nu hadde dene ke yani mondialisation ina beri ki awlo ma ina amari ki ta dunia be ora ba ne film hindi ni ta no ne film amriki ni ta no ne atele no ne arma ke se burga tele no ne nyaage tele no ne radio no ne age awre awo agero ne huna wo agero ne o are wo agero ne o tele ki ga kabrar ki hura to ga kabrar ki are wo ga kabrar ki ne ki wo ko ni ki hatiri ni barga tara jaye oge te wo ko kare o ki shiri ki no se ki kare awlo ma gar ko na ki kare ti su go we yo sa fa no we hadde de na re mo ke sa fa no we to wore ke ni bi ni to su go ge ele bash ele bari ke se tarikh bari ke se kare ya istidlal le gude ge dana ya dar ku ye o medina tele tine ne bore ka risk ne bore ka wa ko le na ne la ki chat ke hala istisnaiye ne rajib ne ki dere o risk wate o medina o tu nuru wata o na re ne tu o na ne do masina ne bere ne re successive marka ga risk o ko te bere de ne ki o ke o pura na wa tar na ko bere de na kam ga na bi ne bere u be tasiri ne re o ne ki kere su ne tnya o we gira sudanis ke ga sa ba guga to wore kare te arma ya ore bere ka sare ati ki ki wa ari gu ai ki ki wa dare ne ga bana arma ne ga kerare bana arma ge bana ku gira ti ne ra ki na ga ne na ro to ya ne ko sa ba to wore ni bi ne na ra wa sa ba ne ni ja no so ko na so sa ba no wi bi ya sa ta me ne bo ne ye so ko ki gare wa ki gira ta ta o ne na wa sa ba mo ta be gara yo wa de ndo a gare ne ka fa ga ga ka ne gare ti nu jole ni ni e ga gare ti nu jole ni so e gare ti ye di be Comme les frères musulmans qui sont arrivés au pouvoir à Khartoum, et ça a encore compliqué les choses du point de vue de la diversité culturelle, puisque ceux-ci défendaient un projet de civilisation islamique qui était très hostile aux cultures locales, et qui se servait de la religion comme un véhicule de la soudanisation, de l'arabisation. Et bon, évidemment, cette instrumentalisation de la religion au service d'une culture dominante contre les cultures minoritaires, malheureusement, c'est de plus en plus fréquent dans le monde. On le voit aujourd'hui dans d'autres endroits, et souvent dans des cadres politiques où les droits des minorités à leur culture ne sont pas reconnus. Et les populations sahélo-sahariennes, au fond, sont toutes des minorités dans les États où elles vivent.
Ces politiques au Soudan sont les causes indirectes de la guerre qui a commencé en 2003 au Darfour. Quand la guerre a commencé, les rébellions se sont insurgées contre la marginalisation politique et économique. Mais au fond, ce qui est frappant, c'est qu'elles ont assez peu parlé de la marginalisation culturelle. Et d'ailleurs, dans les rébellions tchadiennes qui se sont succédées depuis les années 60, c'est un peu la même chose. Quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est qu'il n'y a quasiment jamais aucun programme culturel. Les rebelles semblent se résigner à perdre leur identité culturelle. Pourtant, ailleurs, dans le monde, dans d'autres endroits d'Afrique ou en Amérique latine, en Asie, il y a eu des mouvements politiques qui ont obtenu des mesures de préservation de leur culture. Je vais donner quelques exemples. Il existe par exemple dans la Corne de l'Afrique, en Érythrée, en Éthiopie, en Soudan, ailleurs aussi, des émissions de radio et de télé dans les langues locales. Ça, c'est une chose qui me semble importante. L'alphabétisation des enfants dans les langues locales, c'est aussi très possible. Ça se fait dans... Et enfin, la refonte des programmes scolaires pour tenir compte de la culture et de l'histoire locale. Juste 3 petits exemples très simples qui manquent souvent dans les revendications, il me semble, dans la région saharo-saharienne. Voilà. En décembre dernier, donc, j'étais au Tibesti et j'ai beaucoup discuté avec des Toubous qui venaient de Libye et qui nous ont raconté comment, sous Kadhafi, ils étaient traités comme des citoyens de seconde zone et aujourd'hui, pire encore, depuis la chute de Kadhafi, comme des étrangers. Plusieurs d'entre eux nous ont dit aussi que, rétrospectivement, ils se sentaient menacés par une violence du même type que celle dont ont été victimes auparavant les Arawa au Darfour et les autres populations du Darfour. C'est pas étonnant puisque la Libye est aujourd'hui dans une situation de guerre, comme le Darfour, et que dans une telle situation, c'est tentant de désigner comme toujours les minorités, comme des boucs émissaires, les minorités, les gens du désert, les nomades, comme des boucs émissaires et comme des étrangers qui ne connaissent pas les frontières, etc. C'est quelque chose qu'on a observé à peu près partout dans ces situations de crise politique. Et je pense que, pour conclure, c'est peut-être un nouveau point commun, cette expérience de nouveau type de violence dans l'histoire des Tenadaza et des Bel, qui devrait les inviter à réfléchir ensemble à la manière de préserver leur culture. Shukran. Ade kone dewi ko kwani ne dia ni masalan ni radio ko gage program beria radio bari ke se na beria yani u awata ta ti te ga program ni radio re na beria ke ne lu al so ko ne isu go yani kere isu kere gere ay masal lu al nu kan bete are huruf kere kan bete o gere ni lu al nu ge yani lu ay ti ya u dina di ngato ya so wa ma ke se ni a nu su ku nu ne te sabano pero are no rota di no ro che viene da te nya me na gari se ne su bulu no so che ure dei tambere bi di e di bi kai ne di gari di dai dove ti visire le wiri wato o ga yani ber mushkila me yani libya e dana ko na wa ade o da ro or ja dei ne nuri e me kra ka me lo yani ai ne ja dei ne mazar ke ne ki o ina mazar dana bere da ro da ke ro ne ko ne e ga mando ne ki ne ki dari yani ki bar de malumat wa hatara ke jama ine ki tetulu me to bele ni isu e bere ye adi nugi da ini tiru bigi basa ti be ana ore ga sana zo mungkin para lo ga kuiga ka sana wo adi ki gero so ti ge o mo ke na hale adi yani ki émerveillé par sa connaissance de la communauté Zarawa et Toubou. Et nous sommes été agréablement surpris de voir quelqu'un qui connaît nos traditions, et nos cultures et notre provenance plus que nous. Ça, nous sommes surpris et agréablement surpris. Je voudrais poser une petite question à... Il s'appelle qui déjà? Tobiana. Bien, vous connaissez la culture de Zarawa, la communauté Zarawa que vous étudiez. Est-ce que vous parlez un peu la langue Zarawa et Toubou? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, quand on dit Beri, on dit également Toba. Et est-ce qu'il y a une certaine, je dirais, nuance ou corrélation
entre Touba et Toubou. Parce que j'ai lu dans un livre que les Toubous sont des Toba. Ça veut dire les Toba, ça veut dire que les Toubous sont des Berry. Et vous-même, vous avez dit dans votre intervention, qu'ils sont des cultures communes, des modes de vie communs, je dirais des ressemblances, des similitudes dans leur mode de vie. Est-ce que c'est des parents? Oui. Est-ce que quand même il y a vous comprimez ça avec certitude, avec je dirais des preuves palpables? Je dirais vraiment de ces trois exposants la clarté. On a entendu parler de Jean-Marie Toubiana. Moi, j'ai lu un de ses livres qu'il a écrit sur les Ahawa du Soudan et du Tchad. Aujourd'hui, son fils ou bien son petit-fils qui vient nous exposer encore vraiment. Vous êtes une famille et vraiment on est heureux de vous voir ici aujourd'hui, de nous expliquer sur nos origines, nos descendances, nos valeurs culturelles, nos traditions. C'est vrai, on conserve certaines de nos traditions, mais une grande partie commence à s'évaporer puisque les gens tendent vers le modernisme. Bon, pour moi, je vous remercie pour vos recherches, pour vos efforts que vous faites de venir ici dans la zone les plus reculée, dans le Sahel, intéressé à nos cultures et tout ce qui est à notre mode de vie. On vous tire chapeau et on remercie tous les touristes ou bien tous les expatriés qui sont venus partager avec nous cette poussière, dans cette froid, avec des conditions de vie difficiles, partager avec nous cette réalité. Vraiment, on est très fiers et on est heureux au fond du cœur. Nous vous remercions. Les mots me manquent pour vous exprimer. Et aussi, les 10 chameaux qu'il a dit qu'on va se concerter là, on va vous offrir. Après la course de demain là, peut-être on va vous faire officiellement. Mais les coûts de transport vont coûter cher, mais c'est pas par quelle manière pour les... Merci. Sans dire un seul mot sur la culture tchadienne, ça sera un crime pour même, je crois, que pour mon intelligence. Donc, ce que je voudrais dire, je suis surpris que les gens qui nous ont accueillis, qui nous ont bien accueillis, nous remercient au lieu de que nous faisons le vice-versa. Et je profite de ces micros pour les remercier et surtout de cet accueil chaleureux. Et nous avons vu vraiment un autre visage de l'inédit. Et c'est très loin de ce que moi personnellement, je suis du Sahel, mais de ce que j'attends de cette région-là. Et vraiment, je témoigne ici et ma gratitude est toujours mes remerciements. Donc en ce qui concerne la culture, je dis la culture tchadienne actuellement, nous avons la culture tchadienne, ce n'est que dans les écrits. Donc on s'étend un peu vers la fin et il y a certaines ethnies, surtout sahéliennes, conservent cette culture-là jalousement, mais dans certaines parties du pays, je crois que la culture est en disparition. Comme m'a dit M. Jérôme, c'est à cause... souvent à cause de la religion, c'est vrai, les gens sont obligés souvent de choisir entre la religion et la culture et vous savez très bien que le choix sera très clair quand il faut choisir entre ta religion et ta culture. Mais comme voilà, je dis, comme sur la table nous avons aussi, on peut dire les représentants du ministère de la Culture, s'il y a des propositions à faire pour la conservation de cette culture-là d'une manière que ça soit cohabitable, peut cohabiter avec la religion. Je ne sais pas, donc si vous pensez sur ce sujet, mais il est très difficile pour nous aussi que nous jugeons des cultures, souvent pour nos écrits, nous n'avons pas vraiment de soutien pour conserver cette culture-là. Et en ce qui concerne aussi les festivals et la culture, je voudrais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue hier au festival. Et quand moi, les amis, quand je me dis je m'appelle Abakar Djoufoun, les gens me disaient que tu es un Zahawa. J'ai dit je ne suis pas un Zahawa, je suis Gourand de Kanem. Et Djoufoun, c'est mon c'est le nom de mon 10e grand-père. Et hier, quand je suis venu au festival, j'ai vu les signes des chameaux et j'ai vu les signes de mes parents. Voilà, et c'est Zahawa et ainsi des gens de Onyanga qui portent ces signes sur les chameaux-là. Donc ces signes, nous, là-bas, on appelle Wawacha.
Mais ici aussi, je ne sais pas, donc si les Soré est là et les autres, je suis mon grand frère qui me connaît très bien aussi à côté, je ne sais pas s'il peut nous aider à faire un peu de recherche pour s'il y a des similitudes. Puisque quand Cheikh Anta Diop a confirmé clairement que les Égyptiens venaient de l'Égypte, c'est juste sur la similitude entre le Wolof et la langue égyptienne ancienne. Mais quand on voit ici aujourd'hui des signes chameaux, c'est presque unique, je crois, dans le monde pour pouvoir vraiment, pour que les gens puissent avoir leurs racines. Donc, merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions et merci encore pour le midi. Et je pense que j'ai presque la même question des premiers intervenants. Et le gouverneur a pris ma question en compte et cela n'empêche pas de poser aussi une autre question. C'est la même question que le gouverneur a posée. Monsieur Jérôme, vous êtes 3 ou 4 depuis Jean-Marie jusqu'à vous. Vous êtes intéressé sur le marqué aux cultures du Sahara tchadien. Et je vous demande pourquoi vous êtes seulement intéressé au Toubou, aux Zahawa et au Daza. C'est là, c'est ma question de savoir. Et concernant la culture, bon, l'idée originale du festival est la conservation et la valorisation des cultures sahariennes. Je pense que le ministère de la culture, des jeunesse et des sports existait depuis longtemps. Et il y a des fonds qui appuient les artistes, mais pas les artistes locaux. Ces fonds-là interviennent seulement qu'au niveau du capital. Et pourtant, pour conserver ou bien pour valoriser, je pense que si cette question va être s'il y a un représentant du ministère de la Culture dans la salle, cette question va être directement à lui. Pourquoi ces fonds ne viennent pas directement à la population locale? Je pense que c'est la meilleure solution de concevoir ou de promouvoir la culture au niveau local. Maintenant, l'État prend l'engagement d'encourager les artistes, bien sûr, non seulement pour conserver ou bien promouvoir la culture moderne. Par exemple, à ma grande surprise depuis l'année passée, on parle ici des festivals internationaux de culture saharienne et je vois la présence de certains artistes qui n'ont aucun lien avec les Sahara, aucun lien avec la tradition du Sahara. Par exemple, je parle de M. Darsila. Au lieu d'amener des gens comme Darsila animés dans les villages, au mieux de chercher un de nos des artistes de ces terroirs d'animer au village pour que chacun des invités sache que même les locaux peuvent animer d'une manière traditionnelle un événement. Merci beaucoup. Pourquoi je travaille sur les Teda, les Daza, les Beri. En fait, je travaille aussi sur d'autres gens parfois. J'ai travaillé sur les Nouers au Sud-Soudan. J'ai travaillé sur... Et je ne suis pas intéressé seulement par eux. J'ai travaillé avant, l'année dernière, je travaillais sur les Nouers au Soudan du Sud. J'ai travaillé sur les Maharia, les Mahamid au Darfour, et j'ai travaillé sur les Dajo au Darsila, par exemple. Et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur ces gens-là. Bon, on travaille sur des gens parce qu'on aime bien l'endroit et qu'il n'y a aussi pas beaucoup d'autres gens qui travaillent dessus, il faut dire. Par exemple, cette année... je ne parle pas Beria. Non. J'ai essayé d'apprendre le Dazaga à Fada il y a longtemps. Ça a commencé à venir, mais j'ai un peu perdu. Et j'ai commencé l'arabe maintenant. C'est quand même pratique. Mais je vais faire un effort, s'il y a la possibilité d'apprendre. C'est pas facile, hein, ça prend du temps. Sur la question Toba et Toubou, je pense que c'est très différent, ça n'a rien à voir. Parce que Toubou, c'est un mot kadembou. Les Toubou, eux, ils s'appellent Teda. Et ça ne ressemble pas à Toba. Toba, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nom que les Bidayats se donnent à eux-mêmes. Bidayat, Zarawa, c'est des noms arabes, c'est pas les noms que les gens se donnent à eux-mêmes. Et pareil, Toubou, c'est pas un nom que les gens se donnent eux-mêmes. Tout ça, c'est des noms donnés par les étrangers.
Moi, quand j'écris, j'essaie toujours d'utiliser les noms que les gens se donnent eux-mêmes. Beri, Tada, Taza. Pas Zarawa, Goran, Bideyat, tout. Il y a juste un détail pour vous qui seraient intéressés. Il y a un nom deux noms qui sont proches, c'est Beri et Berti au Soudan. Et les Berti, c'est des Bérés qui ont perdu leur langue aussi. Comme les Wallais, ça c'est sûr. On sait. Il y a sur les gravures rupestres, bon moi ça m'intéresse et j'en ai visité beaucoup, mais c'est autre chose. C'est un patrimoine qui n'est pas vivant. C'est un patrimoine qui n'est pas vivant. La question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce qu'il est menacé? Moi, je ne pense pas que les gravures et les peintures rupestres soient menacées. Les gens ne les détruisent pas. Donc, parfois, il y a quelqu'un qui va faire un graffiti dessus, ou bien un local, ou bien un touriste aussi. Mais c'est pas fondamentalement, c'est beaucoup moins menacé que la culture actuelle. C'est sûr, les gravures rupestres, ça attire les gens, beaucoup plus que la culture actuelle, malheureusement, mais c'est un fait. Les gens, ils vont dans les endroits du Tchad où il y a des gravures rupestres, des endroits où il n'y en a pas, mais où il y a la même culture actuelle, ils viennent peu quand même. C'est pour ça qu'il y a des gens dans les délices, c'est le paysage et les gravures. L'artisanat, je ne pense pas qu'il attire beaucoup les gens. Dans certains endroits, il attire les gens, mais c'est dans des endroits où il y a des artisanats très sophistiqués. Comme vous savez, au Sahara, il n'y a pas beaucoup. L'artisanat est très rudimentaire parce que les gens n'ont pas beaucoup de matière. Des pierres, du bois, un peu de bois, pas beaucoup. De la paille, c'est pas des choses. Le fer des forgerons. Mais bon, l'artisanat des forgerons est assez impressionnant. Moi, j'ai vu hier, je ne sais pas si vous avez vu, j'espère que beaucoup de gens ont vu la réduction du minerai de fer. Ça, pour moi, c'est un élément de la culture des forgerons qui est vraiment menacé parce que ça se fait une fois tous les 50 ans minimum. Et le fait qu'ils aient réussi à le faire ici, je trouve ça fantastique. Je ne pensais même pas pouvoir voir ça de ma vie. Voilà pour répondre aux questions rapidement.